Merci, messieurs, d'être présents pour ces premiers pas de Lyon Webcast, ce nouveau-né auquel vous allez assister à sa naissance. Donc je vais vous demander pour commencer de vous présenter chacun, puisque nous avons donc un spécialiste de l'immobilier et un spécialiste de la communication, enfin des nouvelles communications, justement du web, du métavers, etc. Vous allez nous raconter. Donc Sébastien et Régis, est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise? Bonjour, moi c'est Sébastien Meunier, j'ai passé 22 ans à France Télévisions à travailler sur pas mal de sujets innovants. On parle d'émissions interactives, de nouvelles manières de raconter des histoires, de nouveaux usages de production qui était le smartphone à l'époque où personne n'y croyait. Des émissions un peu comme ça aussi dans des environnements plutôt axés web, de l'interactivité. Et j'ai monté tout récemment une agence de conseil en nouveaux médias, toutes ces nouvelles manières de raconter des histoires que sont le podcast, la vidéo bien sûr, et on en reparlera. C'est toujours intéressant de découvrir comme ça des nouveaux lieux qui vont pouvoir accueillir des nouvelles productions, et puis des choses plus futures, plus tournées vers le futur, notamment le métavers, qui est un sujet qui me passionne. Donc vous êtes complètement branché dans l'actualité du moment, puisque c'est un métier relativement nouveau, alors que vous, Régis, promoteur immobilier, c'est un métier ancien qui a toujours existé en fait. Exactement, donc Régis Fouque, moi je co-dirige cette société qui s'appelle Promoval, qui est une entreprise familiale que mon père a créée il y a bientôt 40 ans. Je la co-dirige avec mon frère jumeau, ce qui est une originalité. On a décidé de reprendre l'entreprise familiale à deux. Alors nous, on est dans un métier effectivement très traditionnel, de la construction, et quel que soit le domaine. On travaille sur le domaine du logement neuf, de la réhabilitation de logements anciens et notamment bâtiments classés. On travaille sur les sujets de santé, des EHPAD et des maisons médicales, et puis sur l'immobilier d'entreprise. Alors c'est une manière effectivement traditionnelle de présenter. En réalité, on est à l'aube aujourd'hui d'un grand bouleversement qui est effectivement le sujet, et on en parlera je pense un peu plus tard, sur le sujet de la régénération d'immeubles existants et finalement de cette logique de reconstruire la ville sur elle-même avant d'aller effectivement édifier de nouveaux immeubles avec une logique de décarbonisation ou en tout cas d'un bilan carbone de nos opérations. Et reconstruire la ville sur elle-même, ça signifie quoi très précisément, vous, dans votre métier? Vous achetez les immeubles, vous les retapez, comment ça se passe? Alors nous, on achète principalement on fait beaucoup d'immobilier ancien en logement sur des bâtiments classés, inscrits ou des dispositifs particuliers. Malheureusement, on n'a pas toujours la capacité effectivement à apporter une vision environnementale de ces bâtiments parce qu'on est très contraint en général par le patrimoine. Vous imaginez bien qu'un bâtiment classé ou inscrit, on ne va pas l'isoler par l'extérieur parce que les modes des natures ou en tout cas la forme du bâti ne le permet pas. On a des contraintes liées aux architectes bâtiments de France ou des DRAC. Par contre, on a tout un volet d'activité sur l'immobilier d'entreprise où on achète des ensembles immobiliers existants, loués, qui sont en général des immeubles d'ancienne génération, des années 70 aux années 90, avec une conception ancienne. Aujourd'hui, le poids de l'énergie pèse énormément et on se rend compte que ces immeubles, ils n'ont plus vocation à perdurer parce que, effectivement, les consommations sont telles qu'aujourd'hui, les locataires, utilisateurs, n'arriveront plus dans les années à venir à payer les charges. Justement, vous parlez de ce terme de consommation. Vous devez vous retrouver en face de véritables passoires thermiques, parce qu'on sait que la législation est en train d'évoluer et que ces passoires thermiques ne pourront plus être louées assez rapidement. Enfin, il y a tout un échéancier. Dans le domaine du logement, effectivement. Voilà, dans le domaine du logement. Et peut-être dans le domaine des bureaux aussi, à terme. Dans le domaine du bureau, on n'a pas cette logique, effectivement, d'interdiction à la location. Par contre, il y a une contrainte qui a été fixée dans le cadre de ce qu'on appelle chez les professionnels le décret tertiaire, contrainte fixée aux propriétaires d'immeubles de bureaux, commerces, services de plus de 1000 m² d'apporter dans les 30 ans à venir effectivement une amélioration significative de la consommation énergétique. Est-ce que vous êtes capable, donc justement, de transformer un bâtiment qui est classé, par exemple, super passoire thermique en G? Vous êtes capable de le passer, par exemple, en A ou en B? On le passe en A avec une logique de labellisation dans l'immeuble, enfin dans le sujet de l'immobilier d'entreprise, on parle souvent de labels, et notamment les labels anglo-saxons BREEAM. On arrive effectivement à passer aujourd'hui un immeuble existant en BREEAM excellente, qui est effectivement la référence, mais également en BBCA, c'est-à-dire bâtiment bas carbone, où on ne réutilise, on garde toute la coque béton, puisque l'empreinte carbone a été déjà effectivement effectuée, et par contre on amène des nouveaux matériaux, mais des matériaux biosourcés, notamment le bois,
comme aménagement à la fois des façades, en murs ossature bois, mais aussi sur des sujets de surélévation et d'extension. Le bois est omniprésent dans tous nos projets. Et ça, sans prix prohibitif, parce que ça demande quand même énormément de travaux, d'investissement, non ? C'est un vrai coût d'investissement pour ces immeubles, on s'en doute. Est-ce que c'est plus cher que de reconstruire du neuf ? Oui. Ah oui, carrément. C'est plus cher que de reconstruire du neuf, je le confirme. Par contre, quand on a une logique environnementale et effectivement de ce sujet de l'empreinte carbone, je pense que l'enjeu n'est plus là. C'est aussi une capacité peut-être de négociation, en tout cas c'est ce vers quoi on tend, d'acheter des actifs extrêmement bien placés. Aujourd'hui, les terrains se font rares. Et effectivement, on a des localisations. Alors, ils ne sont pas chers. Ils restent chers parce qu'en fait, on achète ces actifs loués, donc on a toujours une notion de rentabilité. Bien sûr. Mais au fait, les grands propriétaires institutionnels, les grandes foncières, aujourd'hui, vont avoir la contrainte soit d'opérer des travaux importants. Pour certaines, elles ne peuvent pas le faire. Leur objet social leur interdit. Pour d'autres, elles n'ont pas la volonté de le faire. Et il y a une logique aussi de collecte de fonds pour soit ces institutionnels, soit ces SCPI propriétaires, basés notamment sur des critères ESG ou ESR, qui font qu'à un moment donné, dans leur parc, elles vont devoir renouveler leurs actifs vers des actifs effectivement dits verts. Et donc, elles vont arbitrer sur ces actifs. Et d'autres institutionnels ne les achèteront pas parce qu'ils ne répondent pas à ces critères effectivement ESG, ISR. Et donc, de ce fait, nous, on a cette volonté de les acheter, de les louer, de maintenir effectivement l'état locatif, d'accompagner les locataires existants vers d'autres solutions, d'autres immeubles de nouvelle génération, soit dans notre propre parc, soit chez des confrères, et puis de restructurer intégralement l'immeuble. Sébastien, Media Lab Factory, vous vous retrouvez, vous, face à des questionnements complètement différents. Vous n'êtes pas du tout dans les mêmes problématiques que l'immobilier, bien sûr, parce que vous êtes dans l'immatériel, en fait. Alors, oui, mais alors, je ne suis pas fondamentalement dans les questions d'impact environnemental. Cela dit, quand on produit du contenu et quand on va aller sur des sujets comme le métavers, il y aura des impacts environnementaux. On va parler du métavers, parce que c'est un gros sujet actuellement, et il y a des gros points d'interrogation. Mais typiquement, prenons l'exemple d'une vidéo ou quelqu'un qui va enregistrer un podcast et qui va l'héberger sur YouTube en vidéo, qui va donc créer un podcast, un fichier qui va faire plusieurs gigas, et ben on va aller stocker un fichier de plusieurs gigas sur YouTube, sur des serveurs qui consomment de l'énergie, juste pour un fichier audio. Donc il va falloir peut-être trouver des solutions pour réduire son impact, et typiquement, moi ce que je conseille à mes clients, c'est de ne pas les stocker sur YouTube, même si on a un petit peu de recherche, tout ça, ça peut être intéressant. Mais de penser aussi à ça. Après, les questionnements sont différents au sens que moi, du coup, l'activité est plutôt positionnée sur la manière de raconter des histoires et de trouver la bonne solution à mettre en face de l'histoire qu'on a envie de raconter, savoir aussi à qui on s'adresse. Typiquement, demain, si les clients de Promoval ont des besoins de découvrir l'entreprise ou voilà, on ne va pas utiliser la même chose que si on s'adresse à des ados pour une salle de spectacle ou peu importe. Voilà. Justement, qui sont vos clients ? C'est les entreprises, c'est des médias, c'est les deux ? Alors aujourd'hui, c'est les deux. C'est en donnant quelques exemples. C'est par exemple un podcast sur le changement de comportement avec le Centre Léon Bérard qu'on a fait dans le but de donner les clés pour changer des pratiques comportementales, que ce soit sur la nourriture, le sport, pour finalement être en meilleure santé et se sentir mieux. Ça va être les avocats du barreau de Lyon qui ont plongé sur une journée consacrée au métavers où là c'était des animations réellement avec des casques de réalité virtuelle pour leur donner toutes les clés. Donc la palette de clients est assez large. On va être sur des thématiques plutôt médias, donc services de communication, entreprises, petites et moyennes entreprises, voire peut-être pourquoi pas coachs qui ont envie d'inventer un podcast pour aller chercher de nouveaux clients, par exemple. Alors vous avez évoqué le métavers. Il y a des gros points d'interrogation en ce moment autour du métavers. Oui. Est-ce que c'est un peu du pipeau ou est-ce que c'est vraiment l'avenir ? Qu'est-ce que vous qui le pratiquez, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je dirais que pour le coup, il y a un peu les deux. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Il y a un instant, en fait, ce qu'on s'est aperçu, si je fais un petit retour en arrière, c'est l'année dernière, en novembre, fin octobre, début novembre, Mark Zuckerberg a transformé Facebook en méta et annoncé le métavers, c'est pour demain. Et tout le monde s'est dit, on fait du métavers. C'est-à-dire que toutes les personnes qui proposaient des solutions digitales, que ce soit de la réalité virtuelle, tout ce qui était un petit peu immersif, se sont transformés en disant, on fait du métavers. Le métavers, très honnêtement, le réel métavers au sens immersif, permanent, complètement omniprésent, interconnecté, c'est pas avant 10, 15 ans, voire 20 ans. Cela dit, les entreprises doivent s'y intéresser pour être prêtes, parce qu'il y a
il y aura un virage à prendre. Et quand on décrit ce qu'est le métavers, cette notion d'interconnexion, de permanence, où on peut faire aussi bien ses courses que d'aller voir du spectacle, des salles de concert, on est en train de redécrire l'évolution d'Internet. C'est l'évolution d'Internet qui sera en plus immersif. Et quand on parle d'immersion, c'est pas forcément avec un casque, ça va pouvoir être avec des lunettes de réalité augmentée, ça va pouvoir être dans des espaces où on aura des terminaux peut-être. Voilà, faut pas se dire que c'est accroché à un équipement, un appareil dédié forcément. Ce sera ce qu'on a aujourd'hui. Internet, vous l'avez sur votre montre connectée. Tout à l'heure, quelqu'un avait une watch connectée sur votre téléphone, sur votre télé, peut-être sur votre frigo aussi. Voilà, et ça sera l'évolution de tout ça. Donc vous pensez réellement que c'est la nouvelle frontière de l'Internet, le métavers ? Il faut tous foncer là-dessus, même si c'est dans 10 ou 15 ans ? Il faut s'y intéresser. C'est-à-dire que on parlait un petit peu les promoteurs immobiliers. Le bon exemple de qu'est-ce que demain un promoteur immobilier va faire dans un univers virtuel, il peut déjà le faire avec des solutions qui existent aujourd'hui, ça va être de proposer non plus cette maquette qu'on voit qui peut être un peu mobile. On parlait de cette maquette qui est motorisée, articulée, où on peut expérimenter et voir les choses. Et bien là, on va être autour d'une table, comme ici, on va regarder le projet du promoteur immobilier, puis après, une fois qu'on va vouloir aller plus loin, on va pouvoir le zoomer et rentrer dedans et découvrir, peut-être se promener dans les bureaux, voir la machine à café, l'espace de convivialité, peu importe. Donc on va rajouter la couche immersive sur ce genre de choses. Et après, valider ou pas l'implantation dans la ville, est-ce que c'est bien positionné, est-ce que l'architecture ou les couleurs ne viennent pas dénoter avec l'ensemble du quartier. Voilà, on va pouvoir trouver des solutions comme ça. Et justement, Régis, vous, comment vous voyez donc ces nouveaux médias et notamment le métavers ? Est-ce que vous avez intérêt Monsieur est bon vendeur, mais est-ce que vous êtes convaincu ? Réalité augmentée, visite virtuelle, ça on le pratique effectivement sur une partie de nos opérations, pas sur toutes, parce qu'il y a un coût quand même inhérent effectivement à ces techniques. Et malheureusement, toutes les opérations ils ne sont pas éligibles. Alors le métavers, c'est un sujet sur lequel moi je commence. Alors j'avais commencé à regarder déjà les sujets de blockchain, qui est pour nous une potentielle révolution. Alors, on voit que les premières opérations se sont faites, mais je pense que les États pour l'instant essayent encore de garder la main parce que ça sous-entendrait tout un tas de conséquences sur les droits d'enregistrement, sur effectivement les transferts de propriété. Métavers, pour l'instant, j'ai encore du mal à bien cerner. Pour moi, il y a des enjeux de communication, effectivement, de publicité. J'entends effectivement des opérations qui sont faites où des terrains ont été achetés à côté de stars américaines qui ont eux-mêmes acheté des terrains en se disant qu'il y aurait potentiellement un gain futur. Ça pourrait être intéressant d'être promoteur immobilier sur le métavers. Mais j'arrive pas encore à manifester qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être promoteur immobilier sur le métavers. Acheter, revendre, marchand de biens, je peux comprendre qu'effectivement il y a une valeur virtuelle, la localisation d'un site, d'un terrain. Nous, on fait l'acte de construire, qui est un métier très traditionnel, avec des compagnons au quotidien sur nos chantiers. Comment ça se manifestera dans le métavers, j'en ai strictement aucune idée. Puis encore une fois, j'ai pas l'impression d'être très vieux, mais il y a des sujets sur lesquels j'ai l'impression d'être parfois un peu déconnecté dans mon quotidien. Donc on se tient informé, mais j'avoue que pour l'instant, on n'est pas allé un peu très loin dans l'aventure et dans la totale compréhension du sujet. C'est typiquement la conclusion de ma conférence sur le sujet. Le dernier slide, je fais un peu de spoil. C'est la seule limite dans ces univers virtuels, c'est votre créativité, votre imagination, mais aussi votre budget. Parce qu'effectivement, il va falloir un studio graphique qui va monter des choses en 3D. Mais pourquoi pas être finalement promoteur dans le métavers, de proposer des espaces immersifs. J'achète le terrain, enfin, vous achetez le terrain, vous construisez des espaces capables avec de l'interaction, salle de réunion, peu importe, enfin, ce que vous faites dans la vraie vie. Voilà. Après, toujours pareil, il faut se dire, comme on n'a pas de limite, on n'a pas de contraintes techniques, d'espace, de temps et d'imagination, si c'est pour refaire un bureau avec 3 étages, tel qu'on fait avec la machine à café, la salle de restauration et le truc, et qu'on se déplace dedans avec un casque ou à la souris, l'intérêt il n'est pas non plus par contre ça va permettre d'imaginer d'autres choses. Tout ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire physiquement avec des vrais bâtiments pour des questions de coûts, de normes, peu importe, ben là on peut imaginer des expériences, on n'a plus de limites et on n'a pas de modèle et on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant. Mais qui est assez effrayant aussi parce que c'est des sacrés budgets. Nous, on est des métiers qui sont consommateurs de fonds propres. Et effectivement, pour l'instant, heureusement ou malheureusement, en tout cas, on les consacre plutôt à notre activité du quotidien qui, effectivement... Et puis, on n'est pas une structure avec des services de recherche et développement ou d'innovation qui permettent d'avoir une réflexion à 10 ans ou à 15 ans.
Mais typiquement, je termine sur cette idée de coup de pub. Effectivement, il y a eu, on va dire, une grande marque de la grande distribution qui a acheté un terrain dans Decentraland, qui a fait pas grand-chose dessus, mais le coût d'investissement de l'achat de cette parcelle équivalait à l'achat d'espaces publicitaires dans le métro parisien pendant 10-15 jours. J'ai plus le chiffre exact. Mais donc, du coup, la retombée presse et médias sur cette opération de juste acheter un terrain, elle aura plus rapporté en termes d'image que de mettre des fruits et légumes dans un métro quelconque. Voilà. En tout cas, merci messieurs. Je vous donne rendez-vous dans 10 ou 15 ans dans le métavers. On sera d'ailleurs à la maison. J'espère, ça serait bon signe. Et merci en tout cas d'avoir participé au premier vagissement de Lyon Webcast. Merci à vous. Merci à vous.